Donc nous, on va vous parler de fer avec Florence. On va peut-être commencer du coup par se présenter. Je ne sais pas si tu veux commencer, Florence. Alors, donc moi, je suis Florence Pinot-Hortelon, de formation naturopathe et également micronutrition, avec l'enseignement du professeur Vincent Castronovo, où j'ai rencontré Édouard d'ailleurs. Et donc, je pratique un mélange entre la naturopathie et la micronutrition, parce que c'est vrai que les personnes qui viennent me voir, quand ils viennent voir un naturopathe, ils sont peut-être pas prêts à se lancer dans une aventure en micronutrition. Donc, faut jongler entre les deux au feeling, en fait, selon la personne qui vient nous voir. Et ça fait à peu près 3 ans que je suis installée, que je pratique. Et voilà, donc je vais laisser Edouard se présenter également. Tout à fait. Ben, merci Florence d'avoir introduit ça. Donc moi, je suis Édouard Courreau, donc je suis pharmacien. Donc j'ai exercé en officine pendant 5 ans, sauf que donc voilà, ça me convenait plus du tout. Cette approche uniquement pharmacologique. Donc comme moi, j'ai toujours aimé beaucoup tout ce qui avait attrait à la nutrition. Donc, je suis spécialisé dans ce domaine en passant notamment un diplôme universitaire, donc à la faculté de pharmacie de Nancy, et dans lequel désormais j'interviens en tant que vacataire, en tant que prof. Voilà, donc je fais également du conseil en micronutrition auprès de patients et voilà, et je forme aussi donc d'autres professionnels de santé, donc à la micronutrition, la Et la biochimie, voilà. biochimie aussi, tu as une grosse, vraiment une sensibilité particulière pour la biochimie dans laquelle tu navigues très à l'aise, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, tout à fait, parce que j'estime que la nutrition et a fortiori la micronutrition, c'est ni plus ni moins finalement que de la biochimie qui est appliquée à la santé. Donc, je pense que c'est vraiment un socle très très solide et indispensable la biochimie pour voilà pour mener à bien la micronutrition. Alors justement, donc l'intérêt de faire aussi une conférence tous les deux en live, c'est aussi d'apporter chacun un petit peu sa différente spécificité. Donc Edouard va nous proposer des explications justement très scientifiques, très biochimiques sur les rôles du fer et les conséquences du manque du fer. Moi, je vais plus intervenir pour parler de prise en charge, d'accompagnement, voilà. Et l'idée de cette conférence, l'idée de base, c'était le constat que le manque de fer, il est encore partout et que les gens n'ont pas forcément conscience de ça. Moi, au cabinet, souvent, on me dit non, non, mais moi, j'ai pas d'anémie ou ce genre de choses. Et après, quand on demande en fait d'aller doser, bon, Edouard parlera plus en détail de ces dosages, mais on peut doser que la ferritine ou on peut doser aussi un bilan martial pour aller plus en précision, pour pas avoir des phosphéritines dues à l'inflammation. Mais en tout cas, quand on va voir, on constate que la personne, elle est en manque de fer et que ça nuit énormément à sa santé. Donc, c'était vraiment pour ça, pour sensibiliser un petit peu toutes les personnes qui nous écoutent au fait que le manque de fer, il est pas uniquement lié à l'anémie et qu'il est assez courant et que ça va vraiment perturber notre bien-être de tous les jours et notre santé, bien sûr. Et non, mais effectivement, alors c'est une carence qui est relativement fréquente, c'est pour ça qu'on a aussi choisi de le faire, sans mauvais jeu de mots. De faire ce sujet. Donc voilà, en même temps, je vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent, hein, donc encore une fois, bienvenue à vous. Voilà. Alors, donc je propose de commencer. Donc Vas-y. déjà, ce que je voudrais, Edouard, qu'est-ce que tu en penses? Je voudrais commencer par expliquer déjà qu'est-ce qu'on appelle par manque de fer versus carence en fer. Parce qu'en micronutrition, on est beaucoup sur ces nuances-là. Et c'est tous les jours en consultation qu'on doit expliquer au patient que même si son médecin lui a dit que tout va bien parce qu'il n'a pas une carence installée, une carence grave, c'est pas pour autant qu'on est dans les normes de santé et qu'il n'y a pas une optimisation à faire. Donc le manque de fer, on entend par là simplement qu'on n'est pas dans des taux qui permettent au fer justement d'assurer toutes ces différentes fonctions de cofacteurs. C'est pas que l'anémie. Alors, déjà, la première chose, tu as cité un mot qui est important, tu as parlé de l'anémie. La première chose que je pense qu'il faut dire, c'est qu'il faut pas confondre en fait ces deux concepts qui sont des concepts différents, qui est celui d'une part du manque de fer et d'autre part de l'anémie. L'anémie étant une des conséquences la plus fréquente, on va dire, du manque de fer, plutôt de la carence profonde, on va dire. Mais ce sont deux choses bien différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'anémie, il peut y avoir plusieurs conséquences de l'anémie. C'est pas plusieurs causes, pardon. C'est pas que le manque de fer. La deuxième chose aussi qu'il faut dire, c'est que bien que la carence en fer, comme j'ai dit, soit la cause la plus fréquente d'anémie, c'est pas parce c'est pas parce qu'on n'est pas anémié qu'on n'est pas forcément carencé en fer. Voilà. Donc il faut aussi regarder. Absolument. Voilà. Et c'est pas
c'est pas parce qu'on n'est pas anémié aussi qu'il n'y a pas des symptômes qui peuvent survenir dus à une carence de fer. Justement, on va en parler en détail un par un. Donc, moi, ce que je te propose, Edouard, c'est qu'on commence par la chose la plus connue. Voilà, c'est l'anémie ferriprive. On va rentrer en détail. Pourquoi, quand on manque de fer, il y a une anémie? Ça, en 2 mots, pour pas prendre trop de temps, parce que c'est vrai que ça va être long si on détaille tout trop. Mais quand même, le rapport avec les globules rouges. Et après, on va parler de toutes les autres fonctions qui sont un peu oubliées. Alors, parce que donc l'anémie, déjà la définition, hein, puisque maintenant que j'ai dit que c'était pas une carence de fer, il faut définir quand même ce que c'est. Hein. Donc l'anémie, en fait, c'est une diminution du taux de l'hémoglobine. Donc là, l'hémoglobine, je pense que ça parle à tout le monde. Quand vous regardez la numération, ce qu'on appelle la numération formule sanguine, vous regardez, il y a différents paramètres. C'est marqué hémoglobine. C'est généralement exprimé en grammes par litre. Donc une anémie, c'est une diminution de l'hémoglobine et c'est la seule définition qu'il faut retenir de l'anémie. Donc chez la femme, ça se définit par un taux inférieur à 12 grammes par décilitre. Donc pourquoi finalement une carence en fer peut provoquer une anémie? C'est parce que l'hémoglobine, en fait, c'est une molécule, hein, donc c'est le pigment rouge en fait qui colore le sang rouge qu'il y a dans tous nos globules rouges et cette molécule est composée de fer. Voilà, donc si on n'a pas assez de fer en tout cas, on n'a plus la matière première qui permet de fabriquer l'hémoglobine, donc une anémie, forcément. Donc, anémie, liée fatigue, forcément. On en est plus fatigué, on a un rythme plus, on s'essouffle plus vite, etc. Voilà, c'est ça. Et l'anémie est fréquent chez plus les femmes que les hommes aussi, à cause du cycle féminin où on perd du fer. Maintenant, je propose qu'on parle aussi de la fatigue. Alors, toutes les personnes qui viennent nous voir en consultation et qui nous disent je suis vraiment fatiguée, je comprends pas, alors je dors normalement, je suis fatiguée. Il y a plein de causes possibles, bien sûr, on va pas dire que c'est que ça, mais moi, systématiquement, je demande toujours un bilan du fer parce que forcément, si on manque de fer, on est fatigué. Ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres causes possibles, bien sûr, mais on va toutes justement les regarder. Et le manque de fer égale la fatigue, et même si on n'a pas d'anémie. Voilà, alors, rapport avec la mitochondrie, je vais laisser notre cher Edouard développer. Sinon, pourquoi ça peut provoquer de la fatigue? Parce que le fer, en fait, a différents rôles. Et parmi ces rôles, c'est de permettre à nos petites centrales qu'on appelle les mitochondries, les petites chaudières, si on veut bien, qui fabriquent notre énergie. Et ces petites chaudières, elles ont besoin notamment de fer pour fonctionner. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le côté fatigue. Et j'ajouterais qu'il y a aussi une composante psychologique, une fatigue émotionnelle, psychique, je sais pas comment on peut dire, psychologique, neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc, du coup, on peut être moins motivé, on peut être moins stimulé intellectuellement, d'où aussi le ressenti de fatigue, parce que le fer est nécessaire à la fabrication de notre cerveau. Alors justement, moi, ça c'est un point que j'avais vraiment beaucoup justement envie de dire dans cette conférence, c'est que c'est pas très connu. Les neurotransmetteurs, je pense que petit à petit, les gens commencent je parle de plus des patients, hein, bien sûr, pour toutes les personnes qui sont praticiens en micronutrition, je parle pas, mais tous les patients, ça commence à devenir plus ou moins entendu, oui, la dopamine, la sérotonine, etc. Donc, c'est en lien avec l'équilibre psycho-émotionnel. Et donc, en fait, ça veut dire, voilà, je suis bien dans mon humeur, je suis heureux, je suis zen, j'ai de l'énergie. Bon, tout ça, c'est le neurotransmetteur. On pourra en faire un live entier dessus, c'est immense comme sujet. Mais il ne faut pas oublier que, bien sûr, il y a plein de cofacteurs, il y a des acides aminés, il y a des vitamines, il y a du magnésium, mais il y a aussi le fer. Donc, c'est vrai que si on manque de fer, ça se répercute aussi sur notre bien-être psycho-émotionnel, notre concentration, nos facultés aussi cérébrales. Quand on est sur un dossier, pouvoir avoir toutes ces facultés cognitives, ça passe aussi par avoir suffisamment de fer pour que le fer puisse jouer son rôle de cofacteur de la synthèse des neurotransmetteurs. C'est la première étape d'ailleurs de synthèse des neurotransmetteurs. Une question de Christelle. Pourquoi sommes-nous essoufflés lorsque l'on manque de fer? Je réponds ou tu veux répondre? Vas-y. Okay. Alors, un essoufflement en cas de manque de fer. Alors, s'il y a un essoufflement, c'est que, a priori, c'est peut-être déjà un début d'anémie. Comme je l'ai dit, l'hémoglobine, elle est constituée notamment de fer. Donc, quand on est en carence de fer, à long terme, si cette carence elle dure, effectivement, il peut y avoir une anémie, donc une diminution de l'hémoglobine. L'hémoglobine, il faut se rappeler de son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est de transporter l'oxygène qu'on respire pour l'apporter aux muscles, aux différents tissus, au cerveau, etc. Donc forcément, si on a une diminution de l'hémoglobine, donc une anémie, forcément, en fait, le transport du dioxygène qu'on respire se fera moins bien. Donc, ça veut dire que dès qu'on va faire un effort, la demande en oxygène va augmenter.
Mais comme il y a moins d'hémoglobine, il y a moins de transport de dioxygène, du coup, on va ressentir cet essoufflement de façon beaucoup plus précoce. Et aussi, on aura une difficulté à récupérer de l'effort et on sera essoufflé plus longtemps. Donc, voilà pourquoi. Mais donc l'essoufflement, c'est souvent justement un signe de vraiment d'anémie installée. On a parlé donc du bien-être aussi émotionnel, de la fatigue, on a parlé de l'anémie fériprive et on cite quelque chose qui est quand même un peu plus connu, c'est la chute de cheveux. Alors nous, les femmes, j'avoue, il y en a beaucoup au cabinet qui ont ça parce que les femmes ont plus de manque de fer que les hommes, parce qu'on a les règles et souvent on mange moins de viande, sans faire Florence Foresti, mais c'est quand même un peu vrai. Et donc, le manque de fer, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire que rapidement, enfin au bout de 3 mois, il y a toujours 3 mois de décalage. Quand on a un gros manque de fer, on va avoir potentiellement une perte de cheveux. Alors ça, c'est pas très cool. Donc bon, est-ce qu'on a vraiment l'explication? Je suis même pas sûre qu'elle existe, cette explication. En tout cas, dans la littérature de ce que moi je recherche, il n'y a pas forcément de cause effectivement qui est évident, qui est lié à la carence en fer. Après, c'est probablement, je pense, un des cofacteurs dans la fabrication, je pense, du cheveu, en fait, tout simplement, dans la croissance des follicules, etc. Je pense que c'est lié à ça. Après, on peut se poser la question aussi, si est-ce que dans l'organisme, quand les premières fonctions ne sont pas bien assurées, donc on parle de la mitochondrie, on parle des neurotransmetteurs, enfin c'est pas une des premières fonctions, mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une priorisation après des fanères qui arriveraient comme une dernière roue du carrosse, quoi? Ouais, si, ouais, ça je te rejoins entièrement. Effectivement, il y a souvent des phénomènes en biologie comme ça qui sont liés à ça. Finalement, d'avoir des cheveux, c'est pas vital. C'est plus de l'ordre de l'esthétique. Alors, les sportifs, il y a une question de Alan. Les sportifs dits d'endurance, vélo, trial, ça, Edouard, c'est pour toi, triathlon, sont-ils plus sujets au manque de fer ou la génétique est-elle un facteur? Les sportifs d'endurance sont plus sujets sont effectivement des personnes sujettes aux carences en fer. Donc, il y a différents mécanismes qui peuvent expliquer ça. On ne va pas forcément rentrer dans les détails, mais il faut y penser. Il faut y penser effectivement qu'un sportif d'endurance peut être plus amené à faire des carences en fer, et ce, même chez l'homme. Voilà, donc ça, il faut y penser. Donc, il y a peut-être aussi des facteurs génétiques qui peuvent aggraver, mais le sport d'endurance, c'est un facteur déjà en tant que tel. Dernière conséquence qu'on avait identifiée sur le manque de fer, c'est-à-dire de ne pas avoir un taux optimum, et ça on va en parler après des taux attendus, c'est la détox hépatique. Ça encore, c'est pas hyper connu, mais dans le phénomène de détoxication par le foie de différents toxiques internes et endogènes et exogènes du corps, on va avoir de nombreux cofacteurs, des acides aminés, des vitamines, des oligoéléments et également le fer. Donc ça, finalement, on n'y pense pas. Mais un fer faible, même si on est en pleine forme, etc., qu'on ne perd pas ses cheveux, ça peut nous empêcher de bien détoxiquer, donc amener à une intoxication un peu plus chronique. Le mécanisme, c'est parce que le fer, en fait, rentre dans la composition des enzymes de détoxifier au niveau du foie. Donc voilà. Et alors, quand tu disais, quand tu voulais en finir par rapport aux conséquences d'un manque de fer, tu me laisses ajouter quelque chose. Ah, mais bien sûr, bien sûr. On a toujours tendance à dire que l'excès, alors là, du coup, pour le coup, je parle de l'excès. L'excès de fer, c'est quelque chose qui, en général, est nocif parce que c'est pro-oxydant. Mais ce dont on ne parle pas aussi assez, c'est que le manque de fer peut également être pro-oxydant. Et une des raisons de cela, c'est qu'en fait, il existe une enzyme en fait qui s'appelle la catalase et qui est en fait une enzyme antioxydante, voilà, qui permet de nous protéger contre l'oxydation. Et cette enzyme, la catalase, elle fonctionne avec du fer. Donc voilà, donc pas assez de fer, c'est pas bien. Trop de fer, c'est pas bien non plus. Donc il faut bien le juste milieu. Donc une carence en fer, ça peut faire du stress oxydant. Est-ce qu'on commence par le bilan, les normes attendues, ou est-ce qu'on parle des causes du manque de fer? Peut-être les causes d'abord? Peut-être les causes, ouais, je pense. Les causes. Chère dame qui avait des règles abondantes tous les mois, donc c'est une grosse chute d'oligo-éléments et notamment de minéraux, notamment le fer. Donc ça, c'est une des premières actions sur lesquelles on peut agir. C'est quelque part
fermer la bombe de la baignoire. On va remplir avec le robinet, mais on va fermer aussi en bas. Donc, il y a une plante qui est très bien pour limiter les règles abondantes. C'est la bourse à Pasteur qui se prend en EPS, c'est-à-dire en extrait standardisé. Et c'est très, très efficace. Ça se prend 3 jours avant les règles à peu près. Ça, c'est des retours patientes qui m'ont dit, en fait, c'est plus efficace si on anticipe un petit peu l'arrivée des règles. Après, si on n'est pas capable de calculer ces règles, on peut le prendre le premier jour, c'est pas grave, mais il y aura peut-être un delta un petit peu le temps que ça agisse. Très, très, très efficace. La bourse à Pasteur en EPS, extrait de plantes standardisées, parce qu'il va bien falloir, évidemment, limiter cette hémorragie pour pouvoir se refaire son taux de fer. Et aussi, en mode médicament, même si c'est pas trop nos sujets habituellement, mais c'est quand même bon à savoir, il y a l'Hexacil EX ACYL, qui est un médicament qui peut se prendre juste les 3 premiers jours des règles pour limiter l'hémorragie. Si, bien sûr, l'alimentation, puisque c'est vrai que moi, j'en témoigne vraiment à mon cabinet. Je ne sais pas les autres praticiens micronutrition, mais j'imagine que la réponse va être plus ou moins pareille. C'est qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes qui me disent moi, je mange pas trop de viande, ça me plaît pas, ça me dégoûte un peu, voilà. Et donc, ça, plus les règles, CQFD, il n'y a pas beaucoup de fer. Pourquoi? Parce qu'en parlant, on parlera des différentes formes de fer, le fer héminique, le fer non héminique. Ça, je pense que c'est un sujet quand même bien rentré dans les oreilles de tous. J'ai noté les questions, j'y reviendrai. Et c'est vrai que les végétaux contiennent potentiellement énormément de fer, mais malheureusement, ce fer-là non héminique n'est pas très bien assimilé. Il rentre en compétition dans l'assimilation avec plein d'autres micronutriments et il va être mal assimilé. C'est pour ça que même si on mange plein de végétaux, les lentilles, potentiellement des sources de fer, si on mange pas de viande, on aura potentiellement plus de risque d'avoir un manque de fer. Alors j'espère qu'il n'y a pas des véganes qui nous écoutent ici parce que non, on peut, c'est moi ça me dérange. On respecte tous les avis. C'est tout, on parle des choses justes. Ça, en fait, on fait juste relater des faits scientifiques, physiologiques. J'ajouterais une cause, en fait, donc chez la femme, tu as très bien mentionné que effectivement, c'est forcément, on perd du sang. Donc, si on perd du sang, on est obligé de renouveler l'hémoglobine. Du coup, on va consommer de la matière première, le fer, parce que rappelez-vous, le fer, il rentre dans la composition de l'hémoglobine. Donc, forcément, dès qu'on perd du sang, en fait, on perd de l'hémoglobine. Vigilance sur les troubles cardio et Hexacil. Moi, ça, je sais pas. Il faudrait, de toute façon, moi, à chaque fois que je dis aux gens, si vous voulez pas de plantes, vous voulez Hexacil, vous demandez à votre médecin. Ça, le médecin, il est vraiment, c'est sa fonction. Moi, je n'interfère pas dans les fonctions médicaments, mais le médecin, il vous donnera la posologie, il vous donnera les interactions. C'est vraiment de l'ordre du médecin. Je pense pas qu'il faille trop rentrer là-dedans parce qu'après, on va dépasser nos fonctions. Qu'est-ce que tu en penses, Edouard? Oui, voilà. Là, on n'a pas vocation de donner des médicaments ou de conseiller. Oui. Donc, mais par rapport à ce que disait la personne, je pense que c'était effectivement lié. Ce genre de traitement, on ne le prend pas quand on a des antécédents thromboemboliques, donc des antécédents. Ça, je sais pas. Ça, je le sais. Il y a une personne qui demande combien de fois par semaine de la viande en cas de manque de fer. Alors, le problème, c'est toujours pareil, Dr Jekyll, Mr Hyde. D'un côté, on va vous dire qu'il faut manger de la viande pour recharger votre taux de fer, et de l'autre côté, les conseils en nutrition vous diront, si vous voulez avoir une nutrition santé, pas trop inflammatoire, bonne pour le microbiote, équilibrée en acides gras, etc., va falloir limiter la viande et mettre peut-être plus de végétaux. Donc, vous voyez, il y a un petit peu les deux côtés. Ça n'empêche pas qu'on peut être sur une viande rouge par semaine, plus un boudin noir si vous aimez ça. Alors, il y a beaucoup de femmes qui font la grimace quand je parle du boudin noir. Après, ça dépend des goûts, bien sûr. De toute façon, on va en parler après dans la prise en charge et les solutions. Mais le mieux, c'est d'être clair et objectif. Vous faites un bilan martial, Edouard, il va tout vous expliquer là-dessus. Vous faites un bilan martial pour savoir où on en est sur votre taux de fer et votre fer circulant, parce qu'il y a la réserve de fer dans le foie, mais il y a le fer circulant aussi, celui qui est disponible pour les cellules. Donc là, vous faites le point là-dessus. Si vraiment il y a un gros delta à combler, on va peut-être pas se contenter de la viande. Et c'est là qu'on va intervenir avec des compléments alimentaires. Il y a d'excellents labos qui font des formes de fer, on va en parler aussi, qui sont bien assimilables. Donc, il faut aller sur des formes de fer bien assimilables et il faut bien sûr contrôler. On ne prend pas du fer sans contrôler parce qu'un jour, si on a trop de fer, ça va être pro-oxydant. Mais pour répondre à la question sur le nombre de viandes par semaine, moi, je dirais, je sais pas, Edouard, toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, je dirais une viande rouge par semaine et un boudin noir par semaine. Voilà, ça me paraît pas mal, bien sûr, dans le cas d'une alimentation équilibrée par ailleurs. Moi, je dis je dis que ça dépend des personnes. Je dirais que quand on est dans un cas de carence, quand même, je dirais peut-être quand même 2-3 fois par semaine. Ça reste provisoire.
Alors c'est sûr, ça reste provisoire, hein, je veux dire, c'est juste pour le temps de remonter la carence. Et après, j'ai envie de dire, c'est en fonction de l'efficacité de la remontée au niveau de la prise de sang. Alors même si c'est quelque chose de long, la remontée, c'est quelque chose de très long, il faut s'armer de patience. Déjà avec les compléments alimentaires, quand on est bien dosé, quand c'est des formes bien assimilables, il faut compter 4-5 mois des fois en fonction de la profondeur de la carence. Alors avec l'alimentation, ça peut prendre des fois encore plus de temps. Donc il faut vraiment s'armer de patience et c'est pas du jour au lendemain. C'est pour ça. Moi, j'ai longtemps été concernée par le manque de fer, parce que je mange pas beaucoup de viande. Voilà, je fais partie des femmes qui disent ça. Et donc, la complémentation m'aide beaucoup pour maintenir un taux de fer. Et voilà, je pense que c'est vraiment efficace, la complémentation. Alors, on va parler aussi des troubles d'assimilation, parce que ça, c'est aussi un problème qui revient souvent sur le tapis. Et beaucoup de femmes me disent, mais moi, cette famille, j'assimile pas le fer. Alors pour moi, il y a plusieurs sujets, mais bon, j'ai pas une connaissance parfaite. On peut toujours, voilà, on en apprend tous les jours. Mais pour moi, un trouble d'assimilation de fer, je vais aller regarder au niveau digestif. Je vais aller regarder est-ce qu'il y a un intestin poreux, une hyperperméabilité intestinale, est-ce qu'il y a un SIBO. Vous savez, c'est cette prolifération bactérienne de l'intestin grêle qui va faire que on assimile mal. Donc que ce soit le fer, le magnésium, les vitamines, voilà. Donc là, déjà, on peut aller investiguer un peu plus sur la partie sphère digestive. Et puis après, par rapport à l'assimilation, il faut aussi être sûr que ce soit bien le cas. Est-ce que c'est vraiment un trouble d'assimilation ou est-ce que c'est un problème d'alimentation? Déjà, on va voir avec une complémentation. Nous, on a à peu près quand même des statistiques sur si on prend 14 mg ou 28 mg par jour, qu'en 3 mois, quand même, on a remonté déjà pas mal la ferritine. Si ce n'est pas le cas, en effet, on peut en conclure qu'il y a un trouble de l'assimilation. Et auquel cas, la lactoferrine marche très bien. La lactoferrine qui va permettre d'améliorer le transport du fer et son assimilation. La lactoferrine va avoir ce but pour protéger, en fait, de protéger le fer, mais en attendant, dans tout le cheminement le long du tube digestif, le fer sera protégé par la lactoferrine et ne sera pas capté par les micro-organismes. Il a à la fois, la lactoferrine, elle a à la fois la capacité de protéger le fer dans son assimilation et aussi d'empêcher que les bactéries et les champignons prennent le fer. Donc, ça a un effet sur l'écosystème, un nettoyage de l'écosystème intestinal. Effectivement, il y a quelqu'un qui pose une bonne question. Alan, bonne question, c'est vrai, on était à 2 doigts d'oublier. Effectivement, quand on prend des tanins en même temps que le fer, eh ben, ça séquestre le fer, et ça empêche son assimilation. Donc les tanins, c'est le café, le thé. Il y a aussi la sauce soja, le vin rouge sont des tanins. Et donc, effectivement, quand on est dans un cas où l'assimilation du fer va être compliquée, il va mieux valoir prendre le fer loin. Ça veut dire pas en même temps, mais dans une même journée, pas de problème. Si vous prenez un café le matin et vous le faire l'après-midi, pas de problème. Oui, c'est important de le rappeler, de le préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame de personnes, parce que c'est un peu ancré et des fois le téléphone arabe faisant fait que ça déforme un peu les informations. Donc le thé n'est pas contre-indiqué quand on est carencé en fer. Ce qu'il faut juste bien retenir, c'est qu'il ne faut pas que dans l'estomac, par contact physique, il ne faut pas qu'il y ait à la fois le fer et les tanins, donc le thé par exemple. Parce qu'en fait, c'est chimique, en fait, c'est une réaction chimique, si on voit bien, et les deux viennent se coller ensemble. Et du coup, ça vient rendre le fer insoluble et non assimilable. Mais par contre, si on prend son thé et 2 heures après, on prend le fer, ou inversement, on prend le fer et chacun aura eu le temps d'être vidangé par l'estomac, d'être bien absorbé, il n'y a plus aucun problème. Donc, c'est pas. Moi, j'entends souvent justement des personnes dire moi, j'ai arrêté de boire du thé depuis que j'ai commencé à en faire. Non, il faut juste que les deux ne soient pas présents en même temps dans l'estomac. Voilà. Alors, l'excès de fer, tout dépend. En fait, c'est là qui est compliqué dans l'interprétation parce qu'il y a. Faut voir en fait excès de fer parce qu'en fait, il ne faut pas confondre l'excès de fer avec l'excès de ferritine, ce qui sont deux choses bien différentes. Tout excès de ferritine, donc la ferritine en fait c'est un marqueur biologique qu'on peut mesurer pour attester en fait des réserves en fer de l'organisme, sauf que la ferritine a l'avantage ou l'inconvénient, tout dépend comment on voit les choses, de ne pas être spécifique. On peut avoir une augmentation de la ferritine sans que ce soit forcément associé à une surcharge en fer. Et c'est là qu'il faut mesurer d'autres paramètres. Voilà, je pense notamment à la transférine et à la saturation de la transférine. Puis, bon, parmi les facteurs biologiques, donc le premier facteur, en fait, quand on fait de
base, le strict minimum, c'est on fait une numération de formule sanguine pour voir donc, notamment l'hémoglobine, c'est ce qui nous intéresse ici, voir s'il n'y a pas quand même déjà une anémie, et on va mesurer la ferritine. Ça, c'est ce qu'en général le médecin demande en première intention. Donc la ferritine, c'est le marqueur qui est le reflet en fait de vos réserves de fer au niveau hépatique, au niveau du foie. La ferritine, si vous voulez, elle n'est pas spécifique, enfin, elle est spécifique que dans un sens. C'est-à-dire que c'est que quand la ferritine est abaissée que ça atteste d'une carence en fer. En fait, toute ferritine basse, elle atteste forcément une carence en fer. Par contre, à l'inverse, si la ferritine est élevée, ça ne signifie pas forcément qu'il y a une surcharge en fer. Donc là, on peut éventuellement, dans un deuxième temps, ou en fonction du contexte clinique, des fois on peut aussi le demander en même temps que la ferritine, on peut demander de mesurer tout simplement le fer circulant. Le fer circulant, donc celui qui est directement disponible par les cellules. Donc on va mesurer le fer, ce qu'on appelle le fer sérique. Regardez sur vos prises de sang, vous pouvez regarder, il y a ce genre de mention, donc fer sérique. Et on va également mesurer ce qu'on appelle la transférine, donc qui est le véhicule, en fait, la petite protéine qui va véhiculer le fer jusqu'aux cellules. Et cette transférine, on va également mesurer ce qu'on appelle le coefficient de saturation. Donc c'est en gros à combien est saturé notre véhicule. Est-ce que notre véhicule est bien rempli, bien saturé en fer pour permettre un transport efficace. Donc ça, donc ce paramètre-là va nous indiquer, il est vraiment très utile ce paramètre de coefficient de saturation parce que ça peut nous indiquer à la fois un excès quand c'est le cas de fer, une surcharge en fer, mais également ça peut nous indiquer une carence fonctionnelle en fer, par exemple. Parce qu'on peut très bien avoir des stocks, je me permets du coup de rebondir là-dessus, on peut très bien avoir des stocks en fer qui soient normaux, voire élevés, avec un taux de ferritine. Dans certains cas qu'on n'a pas cité tout à l'heure, par exemple en cas d'inflammation chronique, donc il y a des maladies inflammatoires chroniques par exemple, qui peuvent en fait séquestrer le fer. Donc nos réserves de fer, en fait, elles sont séquestrées, on ne peut pas les utiliser. Donc on peut très bien avoir des stocks optimaux en fer donc, dans notre organisme, mais si on n'est pas capable de les utiliser, c'est comme si on se retrouvait en carence de fer. En fait. Donc ça pour dire que en cas d'inflammation chronique, il y a certaines pathologies donc d'inflammation chronique qui vont en fait séquestrer le fer de notre organisme. La séquestration du fer due à une inflammation fait qu'on n'est pas capable d'utiliser notre fer. Donc on peut se retrouver en carence, non pas une carence quantitative en fer, mais ce sera une carence fonctionnelle. Après, effectivement, le statut martial, c'est assez compliqué, c'est assez complexe. Les paramètres que sont par exemple la protéine C réactive, donc qui est un marqueur de l'inflammation. On peut mesurer également des transaminases pour voir en fait ce qui se passe et voir ce qui pourrait expliquer en fait que ces paramètres puissent être perturbés en fait. Autre chose, donc il y avait quelqu'un qui avait posé une question, sur la question, voilà, j'ai pas compris, avec la lactoferrine, il séquestre quand il y a une infection, mais aiderait à son assimilation. Alors, et je crois comprendre, en fait, la question, je pense, veut dire comment on peut mieux assimiler le fer dans la mesure où la lactoferrine le séquestre. En fait, ça le séquestre pour les micro-organismes, mais il y a des récepteurs spécifiques qui existent dans le tube digestif pour reconnaître cette lactoferrine qui est fixée au fer, en fait. Donc, en fait, c'est pas le fer sera séquestré parce qu'il sera pas disponible pour les micro-organismes, mais dans le tube digestif, nous, il sera reconnu spécifiquement, et on pourra du coup l'absorber, de ce fait. Alors, il y a des questions très intéressantes. Déjà, la question sur l'inflammation, quand on a une ferritine élevée, est-ce qu'on doit apporter du fer ? La question, Edouard a répondu déjà. Dans ce cas-là, c'est déjà faire la CRP-US pour aller voir l'inflammation de bas grade qui fausserait la ferritine. Alors, moi, je le fais pas dans un deuxième temps. Moi, j'estime qu'une ferritine élevée, on ne doit pas faire la CRP tout de suite. On doit faire, par contre, tout de suite le coefficient de saturation plutôt, pour voir s'il n'y a pas une surcharge en fer. La CRP, pour moi, c'est dans un troisième temps, parce que la ferritine élevée, quand même, la première chose auquel potentiellement on peut penser, c'est est-ce qu'il n'y a pas une surcharge en fer. Alors, on peut faire du coup en même temps, éventuellement CRP et coefficient de saturation, mais dans un deuxième temps, j'estime qu'il ne faut pas passer à côté de la saturation. Le fer est pro-oxydant, la frontière est mince, oui, c'est vraiment Dr Jekyll et Mr Hyde de le faire, puisque d'un côté, si on en manque, on est en moins bonne santé et en moins bon bien-être, et en même temps, si on en a trop, c'est aussi pro-oxydant. La frontière, elle est toujours pareille sur des dosages pour être précis et pour savoir apporter une réponse juste. Pro-oxydant d'avoir une carence. Donc voilà, il faut pas trop, il faut pas trop peu. En général, une ferritine à 50, 60, c'est bien quoi. Voilà, et là il n'y a pas de risque pro-oxydant à ces taux-là. Alors, j'aurais juste une question de coefficient de saturation, c'est à doser le fer circulant, c'est bien ça. Alors, le fer circulant, c'est le fer sérique.
Mais le fer sérique, en fait, il circule par le biais d'un véhicule qu'on appelle la transférine. Et le coefficient de saturation permet d'évaluer justement à combien ce véhicule, cette voiture, en fait, c'est comme si on comptait le nombre de passagers dans une voiture, quoi, quelque sorte. Donc ça permet d'avoir un regard sur le caractère fonctionnel, le caractère disponible, on va dire, du fer pour les cellules. Voilà, parce que plus une Comment? Je te laisse répondre excuse-moi, à la question qui arrive, je te laisse répondre. Ouais. D'accord, donc si ferritine un peu basse et fer circulant, ok, faut-il juste manger un peu plus de viande? Alors, comme je disais tout à l'heure, une ferritine basse signe toujours une carence, enfin, en tout cas des réserves de fer qui sont basses. Donc le fer circulant peut encore être, on va dire, normal, mais si les stocks sont faibles, donc si la ferritine est faible, c'est que tôt ou tard, eh bien, le fer circulant, lui, va finir par suivre et va finir par s'effondrer. Donc il faut réagir tout de suite, effectivement, manger un peu plus de viande, pourquoi pas même directement complémenter avec un complément pour avoir déjà une bonne dose. Mais effectivement, une ferritine basse, il faut toujours s'alerter, quoi. Il ne faut pas laisser ça comme ça parce que ça va finir par impacter tout le reste. Donc, ouais. Y a-t-il des taux idéaux pour les différents marqueurs? Alors, encore une fois, c'est très personnalisable parce que si je prends le simple exemple de la ferritine, par exemple, c'est très variable en fonction des personnes. Moi, je vois des personnes qui développent des symptômes du manque de fer, voire des anémies à des taux de 25, 30 nanogrammes par millilitre de ferritine. Et il y en a d'autres pour qui j'ai vu des ferritines à 7 nanogrammes par millilitre et qui n'avaient toujours pas d'anémie et qui pétaient la forme, entre guillemets. Donc, c'est vraiment variable en fonction des personnes. À 7 en ferritine, on est quand même ultra bas là, quand même. Oui, c'est sûr, mais je te dis, là, il y a une patiente il y a quelques jours que j'ai reçue, elle avait vraiment des ferritines qui flirtaient très très basses, et c'est une personne très active, à la fois intellectuellement et physiquement, qui fait beaucoup de sport. Alors, bien sûr, il faut dans tous les cas complémenter, on ne va pas rester là, et c'est une personne qui a tendance quand même à flirter avec des anémies des fois. Mais voilà, pour ça, pour dire que c'est vraiment variable en fait en fonction des taux de ferritine. Il y en a qui supporteront très bien, enfin très bien, tout est relatif, mais bien des taux très bas, et d'autres, même avec des taux un peu plus hauts, mais quand même faibles, ne supporteront pas. Moi, je voulais quand même parler de la spiruline parce que c'est une option qui est intéressante. Il y a quelqu'un, Cédric, qui a écrit spiruline plus moringa. Donc là, moi, je suis pas plus au courant que ça sur spiruline pour moringa, mais je suis ouverte à en apprendre plus à ce sujet. Mais c'est souvent efficace, la spiruline, j'ai remarqué. Moi, j'ai l'habitude plus de donner du bisglycinate ou du glycérophosphate de fer. Selon par exemple, une ferritine à 6, la Laetitia, franchement, là, j'irais sur 28 mg tous les jours pendant 3 mois, puis après un contrôle de la ferritine. Et je parle de glycérophosphate ou de bisglycinate de fer. C'est une forme qui est chélatée, que l'organisme non seulement assimile directement sans avoir à la métaboliser, mais en plus c'est bien toléré, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réaction digestive inconfortable suite à cette prise de fer. Le gluconate aussi est pas mal. Picolinate, parce que ce qui picolinate aussi, ouais. En tout cas, je pense que les personnes qui nous écoutent connaissent tous plus ou moins le docteur Résimond qui a le mérite de beaucoup faire connaître la médecine fonctionnelle. Et lui, pareil, sur le fer, il vise un taux entre 60 et 80, je crois, de mémoire. Mais en tout cas, c'est les taux que je vise pour essayer d'avoir une bonne forme partout, pas perdre ses cheveux, avoir des bons neuromédiateurs, etc., etc. Donc, même si on n'a pas d'anémie, comme Laetitia qui le disait, j'ai une hémoglobine à 12, mais j'ai une ferritine à 6. Je pense que ça vaut le coup de remonter quand même sa réserve de fer. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une ferritine basse, ça vous écrit l'avenir, entre guillemets. C'est-à-dire que ça vous dit que dans X mois, si vous ne corrigez pas le tir, ou semaines, on va vous ramasser la petite cuillère et tout va s'effondrer, les stocks de fer vont s'effondrer, vous allez faire une anémie ferriprive, et donc là, voilà, c'est plus embêtant à gérer, quoi. Donc, alors, on m'a posé une question privée, mais j'aimerais peut-être quand même y répondre en public par rapport à une injection en fer sur des patients anémiés qui ont un cancer. Alors, c'est délicat parce qu'en fait, les patients anémiés, cancéreux, souvent, c'est pas des anémies qui sont dues à un manque de fer, c'est des anémies qui sont induites par la chimiothérapie. Parce que la chimio, par définition, ça va nuire à toutes les cellules qui ont un renouvellement très très rapide, et les cellules sanguines en sont le meilleur exemple. Donc c'est souvent une chimio, une chimio induite, donc c'est pas forcément lié à la carence en fer. J'ai envie de dire non. Faut injecter du fer, ou en tout cas on injecte du fer que si vraiment il y a une carence en fer avérée et qui vient aggraver cette anémie, mais sinon non. Je te laisse répondre à Sophie dimanche qui a demandé picolinate, lactoferrine et maladies auto-immunes.
Lactoferrine, maladie auto-immune, j'ai pas trop connaissance de ça. Alors effectivement, la lactoferrine, elle a plusieurs propriétés. Je sais qu'il y a aussi des propriétés, notamment anti-inflammatoires, parce que ça peut se fixer, ça peut neutraliser en fait l'hypopolysaccharide, hein, des bactéries Gram-, notamment. Après, par rapport aux maladies auto-immunes, hein, j'ai pas plus d'infos par rapport à ça, Sophie. Alors, je voulais aussi parler, du coup, on avait tout à l'heure la question pour terminer sur que faire si on a un excès de ferritine. Il y a les saignées à faire par le don du sang. Ça, c'est quand on est en excès de fer, hein, je me permets Florence, pas forcément en excès de ferritine. Parce qu'on peut être, encore une fois, on peut être en excès de ferritine sans être en excès de fer. Oui, Donc oui, la saignée, c'est pour ouais, l'hémochromatose. ouais, voilà. Alors, parce que, alors, voilà, j'aimerais aussi dire là-dessus, l'hémochromatose, ce qui fait foi pour l'hémochromatose, le premier paramètre à augmenter dans une hémochromatose, donc qui est une maladie génétique. Alors, il y a différents types, hein, d'hémochromatose, mais la plus connue, c'est l'hémochromatose qu'on appelle HFE. Le premier signe biologique qui augmente, paramètre biologique du fer qui augmente en cas d'hémochromatose, c'est là justement le coefficient de saturation de la transférine. Donc c'est vraiment ça qui fait le poids sur la surcharge. La ferritine n'augmente que dans un second temps. Donc en fait, on peut avoir une ferritine élevée si le coefficient de saturation est normal, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de surcharge en fer. Aussi, par rapport à quand on a une ferritine élevée sans surcharge de fer, bah, c'est aller travailler sur l'inflammation. Quelle est l'origine de cette inflammation? Est-ce qu'il y a un syndrome métabolique qui est souvent derrière, c'est-à-dire une insulinorésistance? Ça se mesure avec l'indice OMA. Edouard en a parlé, je crois, dans une précédente vidéo sur le diabète. Oui. Je ne sais plus si vous avez parlé particulièrement de l'insulinorésistance. On en avait parlé dans la conférence aussi sur le cholestérol. Donc voilà, il y a en fait ce qu'il faut faire si la ferritine, on constate qu'une ferritine qui est élevée, il faut aller investiguer pour savoir. Voilà. Est-ce qu'il y a un foie gras derrière, un NASH, est-ce hépatique? Est-ce qu'il y a une insulinorésistance? Est-ce qu'il y a une inflammation comme aussi la porosité intestinale avec toutes l'endotoxémie que ça génère? Donc voilà, pour moi, c'est aller chercher quel est le problème, quelle est la source de l'inflammation et travailler dessus. Ouais, et je compléterai aussi en répondant en même temps à une question donc, de Corinne, en disant le fer sérique en excès est oxydant, mais qu'en est-il de la ferritine? Alors ça, c'est bien cette question parce que justement, ce qu'il faut quand même bien cerner, c'est que la ferritine circulante, en fait, la ferritine, c'est une protéine, en fait. C'est une protéine, mais la protéine qui circule dans le sang, elle est dépourvue de fer, en fait. Elle contient pas de fer. C'est pour ça qu'on peut avoir un excès de ferritine circulant sans être pour autant en surcharge de fer. Donc la ferritine qu'on mesure, elle est dépourvue de fer. En fait, il n'y a que dans le foie que la ferritine elle est associée au fer. Par contre, la ferritine qui circule dans le sang, c'est bien le reflet de ce qui se passe quand même dans le foie. Voilà, mais donc il ne faut pas confondre un excès de ferritine, encore une fois, avec un excès de fer sérique, qui sont du coup deux choses différentes. Donc, même en bonne santé, faut-il se faire prescrire une prise de sang pour faire son bilan en fer? Alors, pour un homme, ça semble quand même… Enfin, on peut effectivement à l'occasion d'une prise de sang, mais je veux dire, pour un bah si, pour aller voir s'il n'y a pas d'inflammation. Ça suffit. Toujours. Je pense en bonne santé pour un homme une fois par an, moi ça me semble correct. Après effectivement si alors j'aimerais quand même ajouter quelque chose. Si chez un homme il y a une carence en fer avérée, et si cette carence elle est régulière, en fait ça doit être alarmant. Enfin alarmant, je m'entends, il faut pas forcément, mais en fait une carence en fer chez un homme c'est assez rare. Donc, il faut déjà écarter les facteurs possibles de carence en fer chez l'homme, que sont potentiellement une activité physique importante et intense, et les dons du sang réguliers. Ça, il faut y penser. Il faut demander si la personne donne régulièrement son sang. Si on a exclu ces paramètres, chez un homme, une carence en fer, il faut penser éventuellement à des pertes occultes, donc des pertes de sang occultes, qui sont pas forcément visibles, des micro-pertes mais chroniques et notamment au niveau digestif. Donc ça peut être des ulcères chroniques, ça peut être éventuellement une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui s'ulcère, ça peut être potentiellement aussi un cancer du côlon, des choses comme ça. Donc il faut y penser. Ça doit alarmer une carence en fer chez l'homme quand on a écarté les causes principales. Il faut penser potentiellement à ce risque de perte occulte au niveau digestif. Si la ferritine est toujours basse, faut-il faire des prises de sang régulières ou juste faire des cures de fer plusieurs fois dans l'année? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut effectivement… Comment? Pour moi, ça se suit. Il ne faut pas être à l'aveugle. Voilà, il faut d'abord faire une prise de sang avant la complémentation. 3 mois après, on suit, on regarde comment ça évolue. Est-ce qu'on continue? À quel dosage? Et puis après, 3 mois après, on refait une prise de sang et on ajuste en fonction, en fait. Ouais, c'est ça. Il faut surveiller l'évolution et voir si ça marche bien et voir au contraire si ça marche pas, s'interroger sur pourquoi ça marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas une inflammation chronique qui fait qu'on n'absorbe pas? Est-ce qu'il n'y a pas justement un SIBO, une inflammation microbienne?
voilà, des choses comme ça, et éventuellement changer peut-être de forme de complément alimentaire qui est peut-être pas assez efficace. Voilà, mais il faut suivre. Ça, c'est sûr qu'il faut suivre. On ne complémente pas l'aveugle. Quels sont les organes qui subissent le plus de dommages dus à l'anémie? Alors, c'est pas un organe en particulier. Je pense que c'est tout le fonctionnement du corps en général, puisque une anémie, il y a moins d'oxygénation. Donc, si probablement peut-être le cerveau qui sera du coup moins oxygéné. Les muscles, forcément, à l'effort. Dès qu'on va faire un effort, les muscles sont moins oxygénés aussi. Donc, ça fera partie des organes qui subiront aussi beaucoup. Voilà, mais voilà ce que je peux dire. Donc, Solgar et Solgar, c'est en magasin bio. Voilà. Certaines pharmacies font Solgar aussi, hein, pas toutes, mais il y en a certaines qui font aussi. Parce que Solgar, il fait un produit qui s'appelle Gentle Iron et c'est du bisglycinate. Après, pour le dosage, vous verrez, chacun ne fait pas pareil. Il y en a énormément qui mettent 14 mg par gélule parce que c'est le taux français journalier. Bionutrix, par exemple, il va faire 28 mg sur des toutes petites gélules. Cédric a répondu sur la spiruline. Super, merci beaucoup. Donc, pour la spiruline, 500 mg par jour à 1000 mg selon forcément le point de départ, selon comment on est bas ou pas. Je disais donc que Bionutrix font des petites gélules sur leur fer qui s'appelle Hémonutrix avec un H, donc comme fer héminique. Hémonutrix, où ils ont 28 mg de glycérophosphate ou de bisglycinate, je ne sais plus, avec quelques cofacteurs d'assimilation. Et ça, c'est vraiment si une ferritine est très basse pour aller remonter vite. En général, on voit beaucoup de gélules à 14 mg, ce qui est bien aussi. Après, il faut suivre et il faut adapter. Faites un petit peu comme vous le sentez. Peut-être à force de l'avoir conseillé si vous êtes praticien, à force de l'avoir conseillé, vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Et sur vous-même, c'est pareil. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, Florence et tout le monde. Oui, absolument. Moi, je propose qu'on conclue. Alors, désolée encore une fois, vraiment désolée pour ces problèmes de son qui étaient horribles, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, écoutez, merci. En tout cas, merci à vous toutes et tous de votre fidélité, de votre participation, c'était top. Merci pour vos messages. À vous, c'est gentil à vous. Et puis, puis désolé aussi pour les problèmes de son, l'a dit, et puis aussi par rapport au lien Facebook, il y a eu un petit problème technique, donc on vous a rebasculé. On a prévu un plan B, mais bon, voilà. Écoutez, merci beaucoup. Voilà, bonne fête à vous. Bonne fête à vous toutes et vous tous. Merci, au revoir. Au revoir.